Bonjour à tous, bienvenue sur la Prum. Aujourd'hui, petite preview de France-Maroc. Un match qui aura lieu demain soir à 22h, les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc on va faire une preview forcément. Et à mes côtés, comme d'habitude, Driss, comment tu vas ? Ça va super, je suis très content d'avoir cette rencontre. Même si je suis un Content peu... ou pas content ? Non, je suis un peu partagé parce que j'aurais voulu que ce soit un peu plus tard ou alors que ce soit tableau opposé. Enfin, je suis partagé, mais quand même de le voir ce match. En plus, le remake de 2022, j'ai hâte d'y être. Mais ce serait pas pire d'avoir ce match-là en finale ? Ce serait pas encore pire en termes de... Non, parce que ma hate watch serait finie pour les autres pays. Je serais content dans tous les cas. Genre Angleterre, Argentine, Espagne. Ça voudrait dire qu'ils sont rentrés à Cancun. Mais ouais, là, dommage que ce soit en demi, franchement. Mais du coup, en quart, pardon. toute la Prum veut savoir, t'es pour qui ? C'est quoi ça ? T'es pour qui ? Que le meilleur gagne. Mhm. Que le meilleur gagne. Le football l'emportera. Moi, je veux juste voir un beau match. En 2022, j'ai été un peu frustré parce que Deschamps avait tellement piégé Deschamps dans la structure de la rencontre. Non, il a piégé qui ? Non, pas Deschamps. Deschamps a piégé... Deschamps a piégé Regragui sur la tactique du match et puis surtout le but qui arrive très tôt aussi condamne les Marocains à faire le jeu. J'espère qu'on aura une rencontre ping-pong où vraiment les équipes se rendent coup pour coup. Ok. Et toi ? Moi, je suis pour la France. Prono, on fera à la fin. Mais je suis pour la France, du coup, forcément, je suis. Pourtant, après, j'ai été à Agadir quand j'étais petit. Peut-être, non. Okay. Écoute, on va déjà parler un peu du contexte. Les deux équipes sortent d'une qualification en 16e, en 8e de finale, pardon. La France a été dure. Les deux. D'accord, le Maroc aussi. Les deux. Toi, qu'est-ce que tu ressors un peu de ces deux matchs-là pour les deux équipes ? Beaucoup plus de satisfaction du côté de la France. Parce que, comme l'avait dit Mbappé en fin de match, en fait, il y avait différentes structures de rencontres. T'affrontes des adversaires qui sont vraiment très différents. Et là, ils ont su s'adapter, être forts dans la tête, être vraiment une équipe solide, mettre les mains dans le cambouis. Et franchement, j'ai été étonné de voir une équipe de France aussi lucide. Ça se voit que le groupe est vraiment très solidaire, que c'est vraiment tous des frères qui sont dans une optique de vraiment aller au bout avec la manière, en traversant toutes les étapes possibles. Et celle-ci, c'était, je pense, le plus gros piège qu'ils vont avoir en termes de complexité, parce qu'il y a un rapport de force qui n'est pas le même. Le Paraguay, footballistiquement, bien sûr, était en dessous. Et pourtant, la France gagne que 1-0. Mais il fallait faire ce résultat, il fallait avoir ce déploiement d'énergie, ce déploiement de lucidité pour vaincre une équipe qui a refusé le jeu totalement. Il y a même après le but, tu vois, une séquence de 2-3 minutes où les Paraguayens font 4-5 passes. Et je suis choqué en fait, de les voir jouer au foot. Et voilà, je pense que la manière n'était pas là, mais en tout cas, la France a passé. Il y a eu des matchs très compliqués aussi en 2018 face à l'Uruguay où tu as besoin d'une erreur de Muslera pour passer. Là, c'était un peu pareil. Et on sait que les équipes sud-américaines, c'est toujours très compliqué. Et puis, ils ont fait preuve d'un mental exceptionnel. Parce que franchement, le nombre d'actions où tu te dis que le Français va mettre une tarte aux Paraguayens, c'est... Je suis au lycée, je prends rouge à la mi-temps. Mais franchement, et le fait qu'ils prennent jaune en plus, du coup, c'est scandaleux parce qu'il ne fait absolument rien. Vraiment... C'est une action de fou, ça. Ah, franchement, comment il se jette l'autre. Sur Koundé, le même gars doit prendre rouge. Et Mbappé, à l'image de Mbappé, parce que moi, à la fin, je regarde, mais en fait, chaque action, il y a tout le monde qui le percute, qui le pousse, qui essaie de le rendre fou, en fait. Surtout Et il rigole, ça c'est bien. Je sais plus qui c'est, je vais pas tuer son nom de famille, mais celui le chauve qui était tout en collé à lui. Avec les grandes oreilles, là. C'est dingue. Lui, il le lâchait jamais. Il n'a pas lâché. Ah, et puis pour le Maroc, une configuration de match aussi très compliquée où j'ai l'impression qu'il... Alors, je ne sais pas si c'était une manière de faire. Est-ce que c'était volontaire de subir autant ? Ça, j'en suis sûr que ce n'était pas volontaire parce que vraiment, le Canada a commencé le match avec vraiment beaucoup d'intensité. Ils les ont vraiment dérangés. Ils les ont fait perdre même de la confiance au fur et à mesure du match. Mais le Maroc est resté solide. Et pour sa pire mi-temps de la compète, ils ont réussi à pas encaisser de but. Ça a été juste parce que Bono fait une parade exceptionnelle à un moment donné. Mais même dans la structure, dans la confiance, dans les choix d'El Ainaoui aussi, des fois, Ahlal aussi a fait une première mi-temps très compliquée, même si c'est arrivé en seconde.
tu as montré de la fébrilité dans la création, mais tu es resté solide, tu es resté solidaire également. Et ça t'a permis de te libérer en deuxième mi-temps, même si la deuxième n'est pas fantastique. Le résultat te montre que tu peux avoir l'inverse des matchs que tu as eu avant. Parce que le Maroc avait été très dominateur sur les matchs précédents, mais très, très moyen dans la finition. Là, ça a été l'inverse complètement. Ils ont su être réalistes sur les occasions qu'ils ont eues grâce à Onaï, alors que tu as perdu Saïbari, qui était l'un de tes seuls finisseurs dans les occasions. C'était ton bout de chaîne. Et tu arrives à trouver ça. Et puis Raimi, qui a aussi grimpé en termes de confiance sur le tournoi avec son but contre Haïti, son penalty, malgré le raté contre le Pays-Bas. Et là, qui finit et qui clôt le match. Donc forcément, il y a deux dynamiques qu'on pourrait juger pareilles. Mais dans le fond, tu sors de deux matchs assez différents. Et là, du coup, tu as deux équipes qui s'étaient affrontées lors de la dernière Coupe du Monde. Ouais. Comment tu les vois par rapport à l'époque ? Est-ce que tu penses que c'est deux équipes qui ont progressé ? Est-ce que tu les trouves peut-être moins fortes ou juste différentes ? Comment tu la sens, l'opposition ? Est-ce que tu trouves que le Maroc est peut-être plus proche du niveau de la France qu'à l'époque ? Je dirais que les équipes, elles ont évolué, elles n'ont pas forcément changé énormément. Pour le Maroc, tu as une continuité tactique qui est restée, parce que Regragui a quand même, en quelques mois, parce qu'il faut le rappeler, 2-3 mois avant 2022, il reprend l'équipe, après Vaïd, après les complications qu'il y avait eu avec certains joueurs, notamment Ziyech. Regragui arrive à ramener des joueurs clés. Et puis, il y a tout de suite une philosophie qui est installée pour les joueurs, c'est-à-dire qu'il faut jouer en contre, laisser la balle aux adversaires, exploser sur les temps de récupération. Et puis, tu avais une équipe de France qui, à l'époque, vivait un peu de Mbappé. Elle aussi a toujours vécu du schéma de Didier Deschamps, même si, justement, là, il a évolué cette année. Et puis, je dirais le changement le plus drastique, ça reste quand même le Maroc, parce que je vous évoquerai après les possessions sur les différents matchs et les moyennes par rapport à 2022, elles sont complètement différentes. Et Wabi, dans la prolongation de ce côté tactique, il a amené encore plus de gamme technique, et ça permet au Maroc d'avoir le plus souvent la balle et d'être le maître de son destin. Maintenant, ils vont affronter aussi une équipe qui est forte dans ça, dans la gamme technique, dans la capacité à garder la balle et d'être aussi très dangereux grâce à ces quatre offensifs. Moi, j'ai hâte de voir cette opposition, parce qu'il y a, en fait, je ne sais même pas comment référencer, ou mettre la France, ou mettre le Maroc, même si je vois quand même la France favori. Donc, à voir. Et toi, tu penses quoi par rapport aussi à cette vision globale de ce qu'on peut penser des deux équipes, parce qu'en 4 ans, il y a quand même eu du changement et des joueurs qui se sont intégrés et pas mal d'autres joueurs qui se sont imposés du côté des deux équipes. Je trouve qu'il y a peut-être eu une plus grande évolution du côté du Maroc, qui du coup devient une sélection vraiment sérieuse, et pas que sur le continent africain, sur le continent, sur tous les continents en fait, sur l'aspect mondial. La preuve, tu es encore une fois allé loin dans la compétition, même si c'est dur. Mais c'est une grande compétition. On voit que même pour les grandes sélections, c'est pas facile de se qualifier. Donc moi, je trouve que la France a progressé aussi, ou a plutôt changé de façon d'être, peut-être, avec vraiment, tu vois, là où à l'époque on reprochait à Deschamps d'être beaucoup sur l'aspect défensif. Là, maintenant, je trouve qu'il a lâché un peu les chevaux pour son dernier mondial. Ouais. Tu vois, là, c'est vraiment l'offensif qui prend le dessus, la classe individuelle, collective, les grands joueurs qui prennent qui prennent le jeu à leur compte et qui font la différence, avec une rotation qui fait la diff. Quand tu fais rentrer des Doué, des Barcola, ça fait souvent la différence. Le Maroc, je les trouve quand même beaucoup plus forts. Il y a des individualités qui ont bien progressé ou qui ont émergé depuis. Donc je pense que le niveau s'est quand même un peu rapproché entre les deux sélections, que le Maroc a progressé, la France aussi, mais peut-être que le Maroc a un peu plus progressé. Après, je trouve quand même que la France est au-dessus, et je vois quand même la France s'imposer, mais je me dis que la surprise est totalement possible. Totalement. Sur la différence la plus notable, et aussi cette philosophie qui a changé quand même entre Regragui et Wabi, c'est la possession. Tout à l'heure, je t'expliquais que Regragui était quelqu'un qui avait pas beaucoup de temps au début du mondial, donc a fait avec ce qu'il avait, notamment avec des circuits de passe qui étaient très intelligents, une adaptation vis-à-vis des adversaires qu'il prenait, même si le fait de mettre 5 défenseurs contre la France a été préjudiciable pour le résultat final. Moi, j'ai pris les deux stats. Alors, tu as le même nombre de matchs avant le quart, évidemment, parce que les 16e se sont rajoutés par rapport à la demi de 2022. Tu as 31 de possession de moyenne pour l'équipe de Regragui
1 but encaissé pour 5 buts marqués. Donc ça montre qu'une équipe qui, sur ces 5 matchs, stratégiquement, ils ont marqué intelligemment, ça leur a permis de passer. Et puis en 2026, tu as alors la moyenne, il me semble qu'elle est de 57%. Donc c'est complètement l'opposé. 10 buts marqués et 4 encaissés. Donc forcément, tu as moins d'incises défensifs, tu as moins de certitude due aux individualités, parce que Diop et Riyad, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, contrairement à Aguerd Saïs, ou même à l'époque c'était El Yamik qui avait continué la compète après la blessure de Romain Saïs. Donc tu as eu le temps de progresser, tu as eu le temps d'avoir pendant les rassemblements un peu plus de référence avec les joueurs qui étaient sélectionnés par Wabi. Il a eu une bonne année pour bien travailler, des bons rassemblements. Les binationaux aussi ont pesé, parce que la campagne de Regragui, comme je l'avais dit la dernière fois par rapport aux pays d'Afrique, a ouvert les portes d'Afrique à des sélections. Ça a donné envie à tous les peuples africains de passer. Et on regrette hier les 10 dernières minutes d'Égypte-Argentine. Il y a le Sénégal aussi qui s'est fait renverser. La Côte d'Ivoire, l'Algérie qui était pas si loin de passer non plus. La RDC aussi. La RDC également. Ouais. Donc voilà, c'est aussi cette régularité du côté du Maroc qui va plaire, qui va permettre aussi d'attirer, parce que là, 2 quarts de finale de suite, c'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a que le Sénégal qui l'a fait. Ouais, c'est possible. Il me semble que c'était Ghana, non ? Ouais, Ghana peut-être. Il y a Ghana et une autre encore. Donc ça montre que voilà, le Maroc est vraiment sur une pente ascendante. Et puis, voilà, tu peux te satisfaire de ça, mais tu as quand même cette sensation de rédemption que tu peux avoir face à une équipe de l'équipe de France qui t'avait cueilli à froid, qui t'avait piégé tactiquement. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Wabi arrivera à être beaucoup plus subtil et arrivera à mettre en confiance tous ses attaquants, avec bien sûr l'incertitude de Seybari dans le 11. Ok. Et je te propose qu'on avance sur la deuxième partie, sur les failles potentielles de ces deux équipes. Parce que du coup, forcément, ces deux équipes ont des qualités, mais ont aussi des failles. Donc selon toi, quelles sont les failles de la sélection marocaine, de la sélection française, sur lesquelles devrait s'appuyer du coup l'équipe adverse? Donc on peut commencer par exemple avec le Maroc. Les failles du Maroc ? Ouais, selon toi. Je dirais la charnière centrale. Malgré quand même une montée en puissance progressive, tu as eu la blessure au genou, là, le petit décalage de Chaïd Riyad sur le dernier match, donc il n'a pas joué du tout. Ahlal a dû compenser, le joueur du championnat belge. Issa Diop, lui aussi, a eu des débuts assez fébriles, où dans les transmissions, c'était pas trop ça, même dans les interventions. Donc je pense que Mbappé, forcément, dans les appels, il faudra le suivre. On a vu depuis le début de la compétition que c'était quelqu'un qui pressait, qui arrivait aussi à être à contre-temps du jeu, et Olysée le trouvait très bien. Il y aura une multitude d'appels à la limite, donc il va falloir être réactif, rapide. Donc ça pourrait vraiment pencher, les centraux pouvaient vraiment craquer par rapport à ça, ce que je ne retrouve pas chez la France, où l'ossature derrière est vraiment très solide. Donc ça pourrait être la clé. Je pense que ça reste quand même les centraux. Maintenant, dans la structure d'un match, l'inefficacité que le Maroc a eu les tours précédents pourrait refaire surface, surtout face à des centraux très solides du côté de la France. Puis tu l'as dit, ils ont quand même encaissé un peu de buts. Le Maroc, tu t'en prends quand même 2 contre Haïti, au final. 2, ouais. Ça fait quand même beaucoup quand tu te dis que là tu vas affronter l'équipe de France, potentiellement la meilleure attaque du monde. Je dis potentiellement parce que je suis gentil, mais c'est très clairement la meilleure attaque du monde. Avec une équipe légèrement remaniée quand même, sur 2-3 postes contre Haïti. Mais globalement, ouais, t'as quand même été fébrile et t'as été un peu naïf sur une équipe qui était en total relâchement, quoi. Et puis même les Pays-Bas, tu maîtrises le match, mais en fait tu sais que sur chaque transition, les Pays-Bas ils étaient dangereux. Où ils arrivaient à se rapprocher de la cage, ils ont marqué sur une action alors que ils se faisaient tourner depuis pas mal de minutes. Donc en fait, tu te dis que si la France décide ça, c'est-à-dire de laisser le ballon au Maroc, en transition, ça peut faire super mal. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut se passer. Je le vois bien, ce scénario de match-là. Ça a été le cas contre le Brésil, où tu as beaucoup de possession, et Rafinha et Vinicius sur des actions, s'ils sont un peu plus lucides, ça peut faire très mal. Les 30 premières minutes du Pays-Bas, le Pays-Bas avait beaucoup la possession. Il y a une action qui est très dangereuse sur un service de Gravenberch au début du match qui était exceptionnel.
Et après, juste avant la pause café, là, la pause fraîcheur. C'est après le but en fait que ça a un peu basculé. Lequel? C'est après que les Pays-Bas ouvrent le score, non? Non, je te parle plus tôt dans le match où il y a 2 occasions juste avant la pause fraîcheur. La tête de El Ainaoui et la frappe d'Hakimi. Maroc, ouais. Et c'est à ce moment-là que le Maroc reprend la balle et il leur inflige vraiment une possession très, très imposante. Mais c'est là où ils encaissent. Au final, Mais c'est là où justement, en deuxième mi-temps, où vraiment, tu as 2 doigts de marquer. Somerville, du bout du doigt de pied, arrive à la prolonger pour Gakpo. Donc voilà, tu vas te faire piéger dans tous les cas. Tu vas avoir des situations où tu seras en retard. Et je pense que même quand tu es égal avec Mbappé au niveau de vitesse, tu es déjà en retard. Donc si tu es doublement en retard, ça risque d'être vraiment dangereux. Après, tu as des oppos qui sont intéressantes. Hein, parce que si Hakimi, on sait qu'Mbappé sur les matchs, il est bien central, mais c'est quand même quelqu'un qui est porté vers la gauche. Tu pourrais avoir vraiment des match-up magnifiques, surtout avec leur amitié en dehors du terrain. En fait, à plein de créneaux sur la pelouse, tu vas avoir des batailles exceptionnelles. Donc j'ai hâte de voir ça, et surtout dans ce que les coachs vont proposer. Qui va laisser la balle à qui va prendre la responsabilité de ça. Et moi, c'est peut-être un avis qui ne sera pas partagé, mais c'est favorable à la France d'avoir un match ping-pong. Parce que je pense que si tu vas dans un combat de boxe, la France a beaucoup plus d'armes offensives pour mettre le dernier coup, tu vois. Ouais. Alors que si tu rentres dans un match mitigé, où le Maroc peut avoir des phases un peu dangereuses, peut se porter dangereux sur certaines séquences, momentum de match, la France va te mettre en danger. Maintenant, est-ce que Deschamps va prendre le risque de rentrer dans un match coup de poing ? On le connaît, on n'est pas sûr. Donc ça ouvre encore du risque pour l'équipe de France. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. En tout cas, juste pour les failles, moi je suis assez d'accord avec toi. Hein. J'aurais dit aussi la charnière centrale pour le Maroc. Parce que je trouve que c'est peut-être là où tu as des joueurs qui ont le moins peut-être prouvé, que ce soit sur les derniers mois ou les dernières années, avec des joueurs qui ont montré certaines failles, certains défauts. Mais sinon, non, moi je pense que la France serait favorisée en cas de match ping-pong, mais j'ai du mal à y croire. Je vois plutôt un match fermé quand même. Ou en tout cas sur la majorité du match, et qui pourrait se débloquer en fin de match. On y reviendra dans mon prono du scénario. Réellement, depuis le début de la compétition, tu prends les semblants d'attaque des adversaires contre la France, c'est très compliqué. Ils n'y arrivent pas. J'ai qu'un souvenir, c'est Nicolas Jackson. Ouais, sur le poteau. Mais à part ça, c'est vite annihilé par Saliba dans la couverture, Upamecano qui est très fort sur l'impact. Et le pire, c'est que Saliba, sur le match contre le Paraguay, je le trouve bien plus fort qu'Upamecano dans l'intervention. Donc ça fait peur s'il se relaie. Moi, j'ai un mec comme Brahimi qui donne beaucoup d'efforts quand il rentre. J'ai peur qu'il soit en véritable galère face aux deux. Ouais. Après, on peut parler maintenant des failles de la France. Ouais. Moi, personnellement, j'irais du coup sur les latéraux. Pas très original, mais je trouve que depuis le début en fait, on en a beaucoup parlé avant la compète, que c'était peut-être le défaut dans le 11 des latéraux. Tu vois, on se disait Digne ou Hernandez, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment un qui saute aux yeux. Ouais. De l'autre côté, on a dit Malo Gusto, meilleur Koundé, machin, mais en même temps, pareil, il n'y en a pas vraiment un qui saute aux yeux. Et en fait, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment été mis en danger pour l'instant. On n'a pas vraiment affronté une équipe avec des ailiers de fou qui nous mettent en difficulté. Il y a eu un peu le Sénégal sur la première mi-temps, avec Mbaye aussi qui rentre en deuxième, qui nous ont finalement mis en difficulté, tu vois, et qui ont mis en difficulté la défense de l'équipe de France. Là, je pense que c'est un match où les côtés vont te faire mal. Tu vois, déjà, on peut parler aussi d'Hakimi qui va se projeter et qui peut faire très mal aussi en transition ou quand il va les appeler sur le côté. Un peu moins chevronné que d'habitude quand même. Ouais, en sélection. Après, je trouve qu'il est un peu plus en difficulté que d'habitude. Tactiquement, ça va. Le problème, c'est techniquement. Je le retrouve pas. Il avait vraiment progressé ces dernières saisons du côté du Paris Saint-Germain. Mais au niveau des courses, comme tu dis, c'est un peu moins volumineux. Mais ça reste quand même... il va se projeter dans tous les cas, donc ce serait un problème pour Digne en plus. Parce que s'il y a bien un joueur du côté du Maroc qui aura peut-être envie de marquer, il en ferait partie. Tu vois, même si j'en ai un que je vois bien marquer son premier but avec le Maroc, mais on y reviendra après dans mon prono du truc. Ah ouais. Je spoil pas, mais on y reviendra après. Ouais, je pense que c'est pas très dur. Il y en a 2 même. Ouais, mais moi j'en ai un que je vois bien. Mais en tout cas, je pense que les latéraux peuvent être le problème de la France. J'hésitais à dire Maignan aussi. Parce qu'en fait, Maignan n'a pas forcément été toujours très rassurant des fois. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Mais il y a eu, par exemple, contre le Sénégal, où il me rassurait pas forcément. Sur la frappe d'Ndiaye aussi. Ouais, donc je me dis qu'en fait, est-ce qu'il peut pas te faire une boulette à un moment qui fait basculer le match ? Je sais pas, j'espère pas. Moi, personnellement, il me rassure. Mis à part l'erreur d'anticipation sur la frappe,
ça reste quand même. Non, il fait une bonne Et compétition. puis, moi, j'aime trop, depuis qu'il est là, c'est le leadership. Il n'a pas peur de prendre la voix. Il s'impose. Il y a déjà eu des contentieux après des matchs amicaux avec Mbappé. Donc, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui n'a pas besoin de brassard pour élever la voix. Et puis, c'est un vrai patron. Même si Saliba ou Upamecano sont sur des saisons exceptionnelles, ils ont des références européennes exceptionnelles cette saison. L'un en finale où il perd à un penalty près, l'autre en demi contre le PSG. Ça, c'est demi Lequel? PSG Bayern. Ouais. Ça montre que il n'a pas peur de cette hiérarchie, même malgré qu'il soit plus vieux, je pense, en termes d'âge. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un leader derrière. Je dis pas que Loris l'était pas, mais sur la C'était ligne. d'une autre manière. Ouais, et puis au niveau des penalties, tu t'assures quand même avoir un match en séance, tu vois. Parce que tu allais des fois en reculons sur les séances, tu disais, va falloir, vraiment pas falloir en D'ailleurs, rater. c'est fou que ce secteur-là, on dirait que les gardiens ne progressent jamais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est soit t'as un bon gardien sur penalty, soit t'as un mauvais gardien. Ouais, mais j'ai l'impression depuis quelques années aussi qu'il y a une science des pénaux chez les gens. Ouais, t'as ceux qui disent que c'est de la loterie, je sais pas quoi, mais en Ouais, fait, non. j'ai rarement vu un Allez gardien. tirer des pénaux avec un goal qui fait 2 mètres sur Ah, c'est 2. sûr, mais tu vois, je sais pas si tu vois, si on prend les gardiens qu'on a souvent mis en mode mauvais sur penalty, j'ai l'impression que même à la fin de la carrière, ils étaient toujours mauvais sur penalty. Lloris, Mandanda, Oblak, tu vois, je pense à eux trois, peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai l'impression que tu progresses pas dans ce secteur, pourtant ils doivent les travailler. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça, si c'est Messi qui les tire, en Coupe du c'est Monde. plus facile, mais. Ouais. Bah, pas avec Lloris. Même Loris, il l'a touché. Hein. Ouais. Il l'a touché. Et pourtant, il avait pas bien tiré, Messi. Bah, hier, en fait, il tire pour que c'est du 50-50. Mi-hauteur. Malheureusement, il faut chercher une zone, surtout quand c'est aussi des moments cruciaux comme ça. Quoi. Bon, là, on a parlé plutôt des failles. Du coup, voilà, le Maroc en termes de plutôt la charnière centrale, la France plutôt les latéraux. À l'inverse, pour toi, quelle sera la clé du match? La clé du match, ça va être la tenue du milieu de terrain. Parce que depuis tout à l'heure, j'évoque transition, qui aura des attaques placées, qui sera en place, qui sera le plus lucide, qui aura le plus la balle, la possession, etc. Si tu ne gagnes pas tes duels au milieu de terrain, tu ne pourras rien installer, que ce soit en termes de possession ou alors sur les transitions, parce que c'est souvent les milieux qui lancent les attaquants. Même si du côté du Maroc, voilà, tu as une partie du banc qui peut aussi rentrer et faire la diff comme la France, mais au niveau du milieu de terrain, avec des gars comme El Ainaoui, Bouadji, Rabiot, Chouameni, on ne sait pas, mais Koné, la bataille du terrain sera essentielle. Et tu auras aussi des décrochages de 10 comme Unai et Olysée. Donc ce sera un miroir par rapport au compo. Et on aura sûrement une adaptation des deux, parce que un Olysée contre le Paraguay, ça a été... ils ont directement essayé de le prise à deux pour pas qu'il se retourne, parce que Olysée, on l'a vu sur des prises de balles, il est capable d'éliminer 8 joueurs et d'avoir le jeu en face de lui. Tu es obligé de t'adapter sur un mec comme ça. Bon, Paraguay faisait pas du foot, donc forcément, quand il se retournait, ça lui chopait le short, etc. Mais c'était pas du foot. Je pense que le Maroc ne sera pas à ce point-là, et il y aura un plan un peu plus méthodique, avec sûrement El Ainaoui dessus, qui essaiera de le stopper. Et puis surtout dans la transition, dans la lucidité, il y aura une question aussi sur le bloc, parce qu'on a vu que le Maroc avait un bloc un médian bas quand ils n'avaient pas la balle, et ça leur permettait de sauter sur si l'adversaire passait le premier rideau des attaquants. Donc c'était une vraie question que je me posais. Franchement, je ne suis pas trop éclairé sur ce point-là, mais je suis sûr que la guerre du milieu de terrain, et ce que j'ai vu contre le Canada pour le Maroc, par exemple, sur les seconds ballons où le Maroc n'en avait pas du tout, ils ont été vraiment en difficulté. C'était aussi la force du Maroc sur les matchs précédents, où vraiment, tu avais l'impression qu'il y avait toujours un joueur qui rôdait et qui permettait d'avoir un second souffle à un ballon un peu litigieux d'une relance. Et au final, ils étaient très loin du ballon, et ça leur a coûté énormément, beaucoup d'occasions. Et la France, depuis le début, des mecs comme Rabiot, Koné, sur les seconds ballons, et même sur les premiers, il n'y a personne qui teste. Donc si le Maroc veut exister dans un match, veut se procurer des occasions, veut essayer d'avoir un peu plus de tenue de la rencontre, même s'il laisse le ballon, il faut avoir une tenue du rythme, que tu ne prennes pas trop de vagues, que tu subisses pas trop. Il va falloir que tes milieux gagnent des duels. Bouadji, on a vu sur le côté athlétique, il était au rendez-vous comme El Ainaoui. Unai, c'est pas un joueur de duel, mais de finesse. Il sera capable de jouer avec ça. Et en face, c'est structuré. Moi, Rabiot, il me choque, parce que c'est un mec à l'OM qui n'a pas voulu jouer trop bas
pour animer devant, mais il n'est pas capable d'animer autant. Et là, dans ce rôle entre guillemets, larbin, il est exceptionnel. Il est là dans le volume, il est là, il touche le ballon intelligemment, il porte pas trop, il distribue. À côté, tu as Koné qui a justement cette justesse pour tenir la balle et un peu plus libérer la charge d'autres joueurs pour amener justement le ballon aux attaquants un peu plus près des cages. Ça va être trop intéressant de voir ça. Ok. Moi, je vais être sur autre chose. Ouais. Pour moi, la clé du match, ça va être plutôt l'opposition entre le secteur défensif marocain et le secteur offensif français. En fait, ça va être comment le Maroc va parvenir à bloquer les offensives françaises. Parce qu'en fait, pour moi, si la France se crée beaucoup d'occasions, la France va gagner. Parce qu'en fait, on a vu, il y a quand même une vraie efficacité des offensifs. Et pourtant, tu t'en crées beaucoup d'occasions. Tu as plusieurs joueurs qui ont déjà marqué 3, 4 buts minimum. T'en as d'autres qui en sont à 1 ou 2. Mais en fait, je trouve que tu as tellement de qualité dans le secteur offensif français que s'ils parviennent à se créer des occasions, ça va finir par aller dans la cage. Tu vois, même si Bounou est capable de faire un top match où tu te dis, mais c'est pas possible, ce mec, il est impassable. Tu vois, c'est typiquement le genre de gardien qui est capable de faire ça. Je pense que c'est vraiment là où, pour moi, ça va se jouer. C'est comment le Maroc va réussir à contenir les attaques françaises qui vont être nombreuses. Voilà, est-ce que Olysée va être contenu ou est-ce qu'il va être plutôt libre, tu vois, est-ce qu'il va réussir à créer des choses? Est-ce que Mbappé va pouvoir être disponible, être trouvé dans la profondeur, être trouvé sur la gauche pour qu'il rentre sur le pied droit? Voilà, moi, c'est ça vraiment que j'attends de voir. Est-ce que les Marocains sont capables d'avoir un bloc compact et en fait de bloquer les offensives françaises? Parce que pour moi, plus il va y en avoir, plus le Maroc va se rapprocher d'une défaite. Il y a une limite à Bounou dans tous les cas. Oui. Parce qu'on l'a vu contre le Canada, Jonathan David a été cataclysmique. C'est quoi Lérine qui a été aussi capable de se créer une occasion très dangereuse. Je crois que c'est lui sur la parade de Bounou. Bouchaman, il a été très bon aussi dans le pressing et ça a vraiment dérangé la construction du Maroc. Et c'est lui, pour moi, qui a mis en total... il a plongé Mazraoui dans un match où il n'était pas confiant et il pouvait plus être le bout de chaîne d'une relance, tu vois. En plus de ça, il joue sur son côté gauche. Mais ouais, je te rejoins parce que il va falloir être solide et à un moment mettre beaucoup d'impact sur certains duels avec Mbappé. Parce qu'on le sait, en fait, du moment que lui arrive à avoir la maîtrise du ballon, des fois, il a des problèmes, Mbappé, tu vois. On voit qu'il est un peu trop agité des pieds, mais une fois que le ballon il est posé et que lui, il arrive à le prolonger de son extérieur et il est dans son truc, c'est bourbier. Donc je pense qu'il va vraiment falloir être cardio sur l'homme en lui-même directement. Après, si tu es sur lui, il y a un appel qui peut faire dans ton dos. Ça va être un véritable bourbier pour Diop et Riyad ou Halal qui pourrait commencer. La clé aussi, je te rejoins là, ça peut être ça. Hein. Maintenant, pour que les ballons arrivent aussi, je pense que la bataille du milieu sera primordiale. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, on est déjà sur la fin, mais c'est vrai que le match me hype de plus en plus. Le fait d'en parler, ça... Ben ouais, mais en fait, il y a tellement d'interrogations comme en 2022, mais là, elles sont plus fortes parce que tu te dis que le Maroc a quand même un peu plus de répondants. Moi, en 2022, je le voyais un peu plus comme une certitude, même si le match a été plutôt frustrant, on n'a pas eu le spectacle qu'on attendait. Tu as quand même 2 buts qui sont pas très beaux. Tu as le but de Hernandez sur une sorte de cafouillage, un ballon qui rebondit. Et puis le deuxième, c'est Mbappé qui mixe un peu tout le monde, qui tire. Ça revient dans le pied de Colomwani. Donc voilà. Colomwani, tu veux le garder pour non, merci. Mais très, très bon gars, par contre. Mais ça a l'air d'être un très bon gars. Mais par contre, pas très bon joueur à Tottenham, malheureusement. Et ouais, du coup, en fait, tu as ce problème-là, en fait. Tu te demandes quel sera le rendement de chaque équipe et leur stratégie. Mais c'est vrai que là, on va passer au prono, mais je suis encore très incertain. Et par contre, le Maroc, ce serait très clairement les grands méchants, là, s'ils éliminent la France. Parce que là, en France, tout le monde pense que c'est bon. L'équipe de France va aller la chercher, celle-là. Mais justement, j'ai l'impression que tout le monde se dit qu'on a été très fort. On n'a pas eu de montée en puissance, on a été fort dès le départ, dès la deuxième mi-temps. Mais j'ai quand même des craintes sur le relâchement. Et en tout cas, l'équipe et ce que je vois du groupe français ne laisse pas du tout passer ça. Ils sont à fond tous les matchs, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne certitude. Et si l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde, pour moi, ce sera l'une des plus complètes, tu vois, de ce que j'ai vu vivant, tu vois. Du début à la fin, tu es dominant et tu casses tout. Alors bien sûr, les matchs avec des énormes couefs, type Espagne-Belgique, type Argentine-Angleterre, c'est à ce moment-là qu'on t'attendra. Parce que si tu avais galéré contre le Sénégal ou la Norvège ou
ou l'Irak, et que tu gagnes à la fin avec la manière, les gens auraient préféré ça. Maintenant, si la France arrive à faire une compétition du début à la fin exceptionnelle, franchement, si tu répertories les campagnes de Coupe du Monde finalistes ou gagnants, la France sera très très haute. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, ah oui, juste ça revient un peu sur ce que je disais sur l'Angleterre. Ouais. C'est vrai que moi, après, je trouve qu'il monte. Finalement, il monte quand même en puissance, tu vois. Même s'il y a le secteur défensif qui pose problème, on en parlera un peu plus dans. On en parlera un peu plus quand on fera la preview d'Angleterre-Norvège, qui sortira du coup demain soir, normalement. Ou vendredi, peut-être plus vendredi, la veille du match. Mais tu vois, l'Angleterre, je les vois bien monter en puissance. Enfin, je les voyais bien monter en puissance et c'est plutôt le cas. Là où la France, ils sont déjà à un top niveau dès le début et en fait, c'est linéaire et c'est impressionnant. Bon, pour finir, est-ce que tu peux me donner, pas ton prono du match? Je commence moi. Ouais, vas-y, commence. En gros, on va vous faire notre scénario du match. Ça veut dire c'est notre prono, mais un peu plus détaillé. Pas juste, je vois la France gagner 1-0. On va essayer de vous détailler un peu le scénario du match selon nous. Pour moi, le Maroc va ouvrir le score. Dans la première demi-heure, avec une frappe en dehors de la surface d'Ayoub Boadi, qui marquera son premier but avec le Maroc face à son pays de naissance, qui aurait bien voulu le dégoter, mais qui n'a pas eu du coup son accord. Donc je le vois bien ouvrir le score. Boadi qui fait une grosse célébration avec les cheveux qui partent en vrille et tout. La France qui va tenter de pousser, mais qui va tomber sur un Bounou qui veut rien laisser passer jusqu'à les 20 dernières minutes, jusqu'aux 20 dernières minutes, avec un but de William Saliba sur corner ou coup de pied arrêté, qui met une tête qui réveille un peu le peuple français, qui égalise dans ce match. La France qui continue de pousser avec des grosses occasions, mais Bounou qui est toujours dans son match. Finalement, à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, Michael Olise, qui marque son premier but en Coupe du Monde aussi, et qui donne l'avantage à la France. Et là, célébration de fou. Il n'y aura pas de nonchalance de Michael Olise dans la célébration. Il va tout péter. Et finalement, le Maroc va tenter d'essayer de mettre le 2-2, va pousser un peu sur coup de pied arrêté, des centres. Et sur l'une des dernières actions, Mbappé en contre va mettre le but du 3-1 et va faire clore les débats dans ce match. Et la France sera qualifiée en gagnant 3-1 face au Maroc. Alors moi, j'ai peur d'un scénario un peu fermé, parce que j'ai peur que les équipes soient crispées. Et comme je vous l'ai dit au début, je pense pas que ce soit l'avantage de l'équipe de France. Mais j'ai vu aussi une ouverture du score du Maroc, parce que je pense que c'est aussi ce côté où il y aura plus d'envie au début du match. J'ai peur que la France relâche, parce que vraiment, ils sont à un niveau exceptionnel. C'est pas l'habitude qu'ils nous ont donnée depuis le début de compète, mais j'ai peur que ça arrive au moins une fois. Donc je préférais que ça arrive le plus tôt possible et qu'ils aient beaucoup de temps pour se rattraper. J'ai pas mal vu de fois la combinaison de Hakimi qui tire des corners. Donc ça, j'ai jamais compris, mais apparemment, depuis le début, ça a l'air d'aller, même si j'ai vu des corners un peu gâchés. Avec la combinaison de Lenaoui qui coupe premier poteau. Il y a eu je crois une barre contre le Pays-Bas. C'est l'occasion que je te parlais d'après. Donc là, je la vois bien, pourquoi pas fonctionner cette fois-ci, à la surprise générale, parce que le secteur aérien de l'équipe de France est plutôt rodé. Mais voilà, sur un premier poteau, il peut surprendre. On a vu Bernardo Silva faillir égaliser contre l'Espagne à la dernière seconde, alors qu'il gagne son duel contre Rodri, je crois. Je sais pas. Rodri, alors qu'il fait 3 mètres. Donc pourquoi pas ouvrir le score comme ça, avoir un Maroc qui arrive à fermer, qui fasse très peu rencontre avec Brahim Diaz, El Khanous aussi qui va très très vite, Ounahi qui se joue un peu du milieu de terrain français, jusqu'à que un mec comme Dembélé sonne la révolte avec... parce que je pense que Mbappé sur ce match-là je ne pense pas qu'il aura un gros impact. Il faut quand même qu'il se repose. Donc je vois Dembélé un peu reprendre le lead comme il l'a fait en phase de poule. Et après pour le dernier but, je ne sais pas trop. Franchement, je vois la France s'imposer 2-1 dans le dur, voire une prolongation, peut-être 2-1 en prolongation. Je vois pas de séance de péno, parce que je pense que mon cœur il va lâcher. Faut que tu te mouilles pour le buteur par contre. Le deuxième ? Oh, moi j'ai une idée pour aller dans ton scénario. Ah ouais ? Ryan Cherki, qui enfin lance sa Coupe du Monde contre le pays un peu rival de son pays d'origine. Pas de rivalité. Pas de fit nice. Maghreb United. Mais ouais, non, ça pourrait. Ryan Cherki qui...
moi, je dirais pas qu'il m'a déçu. Parce que pour moi, dans les momentum de match où il rentre, c'est trop compliqué. C'est ça aussi. Très peu de minutes, très peu de phases où il y a de la tension, peu d'espace, etc. Même si lui, il en raffole. Pour moi, je peux pas juger le début de compète de Cherki, même s'il est dans la globalité compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais il faudrait plus de matière pour le juger. Et un joueur comme ça, il aurait très bien pu être titulaire. La dynamique de l'équipe de France aurait été aussi bonne. J'ai vu un tweet sur Cherki, ça m'a fait rire. J'ai vu, on me l'avait vendu comme le nouveau Zidane, au final c'est le nouveau Adil Rami. Ah ouais. Ça m'a fait rire. Il fait un peu le clown. Mais c'est bien parce qu'il apporte sa fraîcheur. C'est un mec qui a toujours le sourire. Et puis lui le disait récemment dans les petites interviews de Guigui là, sur la FFF, où lui milite pour qu'on puisse le connaître un peu plus de près. Comment dire, dans la sphère privée, ou en tout cas dans la sphère du groupe. Ça se voit que c'est un mec qui partage, qui est de bonne humeur et qui va pas saccager un groupe, même si alors qu'on on nous a l'avait vu vendu qu'il était dur alors avec qu'on lui-même. Et alors qu'on nous l'a vendu comme ça. Quand tu lis les médias depuis quelques années. Parce que c'est un peu le fils de Ben Arfa, d'un Fekir, même si Fekir c'était beaucoup plus calme. Mais ouais, parce que côté maghrébin, tout forcément, tu penses que ça peut être un cliché, alors que pas du tout. Après, il a peut-être évolué aussi un peu. Peut-être qu'avant, il n'était pas autant... Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il parte de Lyon, parce qu'à Lyon, il venait en pantoufle. Et forcément, un mec qui a autant de confiance, ça peut peut-être causer des problèmes à tes cadres. Mais je pense que les deux meilleurs gars dans le cadre lyonnais, c'était Lacazette et Tolisso, qui sont eux-mêmes des cadres. Donc, moi, j'y ai jamais trop cru. Et j'ai toujours poussé pour que son talent prenne le dessus, parce que son talent, il est fantastique. Et il nous l'a montré. Si vous regardez septembre 2025 à City et la fin de saison en mai, où il est acteur principal de la lutte au titre, avec un but contre la meilleure charnière de la saison, ça montre que son talent peut éblouir chaque rencontre. Et même s'il était titulaire ce match-là, pourquoi pas faire la différence. Ouais. Tu trouves que Romero Van de Ven, c'est la meilleure charnière de la saison ? Je suis pas d'accord. Ouais. Son commentaire, là. Son commentaire. Romero qui marque combien de buts dans la Coupe du Monde ? Je pense qu'il... 2 là. Il a 2, c'est un fou. Mais après, c'est pas choquant. Hein. Même avec Tottenham, quand Tottenham est nul, il marque des buts. Surtout qu'il relance le match. Ouais. Enfin, après Galette, mais il la met bien. Il est très très bon dans le dernier geste de la tête, du pied. Erreur du goal de l'Égypte sur la tête quand même un peu ou pas ? Parlons que de l'arbitre. Non. Ce serait trop long. Ouais. Ok, bon, du coup, toi, quoi, tu vois... la prochaine, c'est Nessi Romero ? Je sais pas, parce que Romero est quand même sur le départ. On a recruté Van Eke. Mais là, il va voir tout ce qui est arrivé, il va dire why not ? Romero ? Van Eke, après, il est droitier. Droitier. Après, tu te dis pourquoi pas une charnière à 3 ? Quand tu vois que t'as Van Eke, Senesi, Van de Ven, Romero, t'as encore Danso. En fait, j'ai un problème avec De Zerbi, moi, par rapport à ça. Pourquoi ? En fait, c'est tout ou rien quand il va installer un 3-4-3 ou quoi, parce que moi, j'ai jamais été trop fan. Lui, il n'a jamais été trop sûr de ce qu'il mettait en place. Je me rappelle d'une période en fin de saison avec l'OM l'année dernière où limite il fait un sondage sur sa story et sur Instagram, est-ce qu'on doit jouer à 4 ou à 3, où il écoute un peu ce qu'on lui dit, mais au final ça marche, donc je sais pas. Après là, il va qu'il sera sûr un peu de et là il va avoir beaucoup de matière quand même là. Il aura beaucoup la matière tu l'as, parce que tu poses les millions. Moi je te parle un peu du schéma qu'il va proposer. En espérant qu'il ait cet esprit revanchard qui lui permette de se reprouver les choses et de reprouver à tout le monde. Toi, au fond de toi, là, en vrai, j'y crois, moi. De Zerbi ? J'y crois, mais parce que le mercato me permet d'y croire. Avec l'effectif que tu avais avant, non. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est bien de virer les coachs et d'en prendre d'autres, mais si ça marche jamais, c'est peut-être qu'il y avait un problème de coach. Mais bon, ça, on pourra en parler plus dans d'autres vidéos, on va pas trop déborder. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à nous donner vos pronos dans les commentaires. Nous, du coup, comme on vous l'a dit, on voit plutôt une qualification de la France dans un match quand même serré. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos pronos, vos scénarios du match, comme un peu on a fait. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'était la Prum. À très bientôt. À bientôt, Driss. À bientôt et bon match, les gars, parce que ça va être le match de la Coupe du Monde pour moi. Ah, peut-être pas sûr, mais pourquoi pas. Ouais. Allez, à bientôt.